Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci de fermer la porte, Monsieur Lambert. Merci d'être là pour partager avec nous cette dernière matinée d'échange de l'année sur le fil directeur croire. On a eu différents sujets autour de croire en la véracité de l'information, croire que l'on pouvait sortir du chaos à Haïti, croire avec le sens le plus direct du mot avec David Millard, le présentateur du 7 jours du Seigneur, croire en la démocratie avec Karine Simon-Naou. Et en 2025, nous commençons une nouvelle série de rendez-vous matinaux comme celui-ci, tous les mois, sur un autre fil directeur qui est la question à l'étude des loges que notre président, le grand maître de la Grande Loge de France, Thierry Javeroni, qui conclura cette matinée, a voulu soumettre à notre étude, et ce sera l'humain, le vivant, la planète. Et nous commencerons le 30 janvier avec un petit déjeuner d'échange avec le professeur Jean-Jacques Hublin, qui est professeur au Collège de France, donc de l'Académie des sciences, qui a sorti un ouvrage récemment qui s'appelle La tyrannie du cerveau, qui explique l'évolution de l'espèce humaine liée au cerveau. Ce sera absolument passionnant, j'en suis sûr. Ce matin, nous parlons de quelque chose qui tient beaucoup à cœur des francs-maçons, puisque les francs-maçons parlent et écrivent beaucoup, parlent beaucoup en loge et essayent d'être attentifs à ce qu'ils disent, et nous allons évoquer le sens des mots. Comme c'est un sujet extrêmement important pour nous, extrêmement intéressant, nous avons vraiment le privilège et le grand plaisir d'avoir Élodie Lézarec qui va introduire cette matinée d'échange. Élodie est, je crois qu'on dit sémiolinguiste, pardon. Je sais qu'il ne faut pas dire sémiologue, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi il ne faut pas dire sémiologue, mais elle l'expliquera sans doute. Donc les mots ont un sens, puisque sémiologue et sémiolinguiste, ce n'est pas la même chose. Et c'en est au point où nous avons discuté du titre de cette matinée, pour savoir si c'était « Peut-on encore croire que les mots ont un sens ?» ou « Peut-on croire que les mots ont encore un sens ?» qui sont deux sujets différents. Je vous promets qu'il n'entraînera qu'un. Si vous avez déjà vu des vidéos de speech ou de TEDx d'Élodie, vous verrez que c'est absolument passionnant ce qu'elle dit, et je ne serai pas plus long, je lui cède la parole dès maintenant. Après cette matinée qui devrait finir à 9h45, pour ceux qui le souhaitent, qui ne connaissent pas les locaux ou la Grande Loge de France, j'accompagnerai ceux qui le souhaitent dans les locaux pour leur présenter et répondre à leurs questions sur la Grande Loge. Élodie, à vous. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est vrai que j'étais ravie de répondre positivement à votre invitation. C'est très rassurant pour moi de voir qu'il y a encore des lieux qui sont préservés et dans lesquels on accorde une vigilance particulière à tout ce qui concerne la sémantique, donc le sens des mots, en effet, et les symboles, évidemment. Alors, peut-on croire que les mots ont encore un sens ? Je suis donc partie sur cette formulation. Et j'aime beaucoup la manière dont elle m'a été soumise et formulée, puisqu'il y a tout d'abord ce verbe « croire ». Le sens des mots serait-il une affaire de croyance ? Au commencement était le verbe, paraît-il, logos, le verbe que l'on peut traduire soit par parole, raison, verbe qui pose comme principe ontologique la performativité du mot, c'est-à-dire sa capacité à construire, à modifier, à orienter notre réel. Spécificité du langage humain, s'il en est, capacité à pouvoir décrire de manière symbolique tout ce qui n'est plus présent ici et maintenant dans cette pièce, un langage qui n'est plus seulement ce qu'on appelle en linguistique déictique, c'est-à-dire qui sert à montrer ce qui est présent, mais
capacité symbolique de notre langage à porter justement sur des événements passés ou futurs, réels ou imaginaires, en somme, tout ce qui n'est pas ici et maintenant, contrairement à nos cousins primates qui eux aussi sont capables d'apprendre notre langage, mais sont plus enfermés dans cette spatialité et temporalité présente. Déployant ce postulat, l'hypothèse Worf pose ainsi les différences de mots comme des différences de sens culturels. Par exemple, si tous les êtres humains ont des bâtons rétiniens qui leur permettent de distinguer les couleurs, il est vrai que certaines langues, comme le bassa, qui est une langue bantoue, ne fait pas la différence entre l'indigo, le bleu et le vert, ni entre le rouge, le jaune et le orange. Nous la faisons en langue, mais pour eux, il y a seulement 2 mots. Il va y avoir le mot « oui » qui signifie couleur froide et le mot « ziza » qui signifie couleur chaude. Est-ce à dire que les bassas souffrent de daltonisme ? Pas du tout, évidemment. C'est simplement que ces distinctions chromatiques ne sont pas jugées pertinentes dans leur langue. Elles sont aussi inexistantes pour eux, non pas par déviance physiologique, mais parce que ces différences de degrés sont exclues du lexique. Et donc, les bassas ne peuvent finalement penser la différence entre un vert et un bleu, mais cela n'a pas d'impact effectivement sur la manière dont ils peuvent percevoir le réel. En tous les cas, cette nuance, cette différence chromatique n'a pas d'impact effectivement sur leur réalité, bien qu'on va pouvoir se poser la question de savoir si un monde différent est ainsi construit. J'y reviens tout de suite. Il y a d'autres langues à l'inverse où les nuances sont plus prononcées. On peut penser par exemple à la langue russe où il y a des mots différents pour parler du bleu clair et du bleu foncé, ce qui permet en un seul mot d'avoir accès à cette différence chromatique. Si parler, c'est bien construire un monde, alors cet écart nous rappelle que l'acte fondateur de la linguistique moderne, proposé notamment par Ferdinand de Saussure, est bien de décoller le signe, le mot de son réel. Je ne vais pas rentrer dans des termes trop techniques dès le jeudi matin, mais effectivement, Saussure propose une définition du signe linguistique qui est tout à fait primordiale, ce geste fondateur qui consiste à dire que le signe est une entité à 2 faces. D'un côté, une face conceptuelle et de l'autre côté, une face matérielle. Les mots sont ainsi décollés du réel, ce qui permet pour nous, en tant qu'êtres humains et linguistes notamment, une meilleure compréhension du monde, mais participe peut-être et sans doute au désarroi qui nous rassemble ce jour. Nous allons également en parler. À force de ne plus rien dire du réel, les mots en viennent à ne plus rien en dire du tout. Dépecer, évider, décapiter, comment encore penser et dire le monde à l'heure des fake news et de l'IA ? Voici quelques autres questions qui nous interpellent. Dans cette question, cette problématique qui nous rassemble ce matin, il y a aussi ce petit mot tout à fait anodin, ce petit mot que l'on pourrait vite évacuer, puisque c'est un mot-outil, comme on l'appelle en linguistique, c'est-à-dire un mot qui est peu porteur de sens, mais qui participe à la structuration de la phrase, cet adverbe de temps, encore. Il laisse sous-entendre une sorte d'évolution, plutôt une dégradation. Les mots ont-ils un sens qui se dégraderait au fur et à mesure ? Sont-ils soumis aussi à la loi de l'entropie ? On peut se poser la question. Mais je vous rappelle que cette approche ne date pas d'hier, puisque Platon se méfiait déjà de la séduction opérante à travers la rhétorique notamment, et dénonçait les sophistes qui avaient cette fameuse manie à persuader sans se soucier de la vérité. Donc vous voyez que finalement, on peut voir les choses comme étant très dégradées aujourd'hui, mais cette question nous a toujours hantés et interpellés. Voici ce qu'il nous dit. Il nous dit « les mots imposent ». Effectivement, plus tard, Roland Barthes nous dira « la langue est fasciste », nous y reviendrons également. Les émotions fortes corrompent la raison, et le savoir est utilisé par les sophistes uniquement comme un effet d'apparence, mais n'est pas présent. Alors,
on peut se dire que Platon n'était pas seulement philosophe, mais visionnaire, et se poser la question de savoir si, au moment où il formule cette approche, s'il n'avait pas une machine à voyager dans le temps qui l'aurait propulsé sur la planète TikTok. La post-vérité aurait alors toujours existé. Pourtant, il nous faut attendre 2016, date d'entrée officielle du mot dans le dictionnaire d'Oxford, pour que ce mot-là, que en tous les cas ce concept-là, qui peut-être a toujours existé, mais prenne cette forme-là, cette formule-là, de fait alternatif ou de post-vérité. On se souvient effectivement, c'était au moment de l'arrivée de Donald Trump, qui avait dit quelque chose du genre « Nous sommes nombreux sous un soleil éclatant », au moment où les caméras filmaient un public plutôt éparse et caché sous des parapluies. Donc c'était le début, le point de départ, effectivement, de ce terme qui a ensuite embrasé nos discussions, en plus de nos dictionnaires. Avant de creuser ces logiques orwelliennes, il nous faut détailler un aspect important. Nous avons, semble-t-il, changé de paradigme. Appelons-le, comme certains le proposent, postmodernité. Eh bien, c'est vrai qu'en postmodernité, il ne s'agit plus d'établir la distinction entre le vrai et le faux, être dans une dynamique rationnelle et logique, qui est un magnifique héritage de la philosophie des Lumières, mais bien de distinguer l'authentique du bullshit. Alors, je prends volontairement ce terme en langue anglaise, vous comprenez pourquoi. D'ailleurs, on pourrait également s'intéresser à la dimension culturelle de ce terme. Vous savez que les Américains se sont aussi beaucoup construits autour du mythe de l'homme nouveau, qui est assez fondamental pour eux. C'est aussi le pays de la grande réclame, donc tous ces aspects-là concourent également à ce décollement des signes, des mots, des symboles par rapport au réel, me semble-t-il. C'est pour ça que j'utilise ce terme dans sa langue et son aspect original et originel. Ce changement de paradigme est fondamental, alors que le menteur tient en respect la réalité, la vérité, le bullshitter, lui, s'en cogne. Il ne s'intéresse pas de savoir où se situe le vrai et ce qui constitue le réel. Le bullshitter est un conteur avant toute chose, il raconte sa réalité alternative. Alors, acte de résistance versus pogrom, nous voici désormais bien empêtrés dans ces problématiques et ces perceptions du réel qui ont toute leur actualité. Et quand même, comment se résoudre à laisser le réel filer ainsi ? Être surimprimé par nos idéologies comme s'il ne comptait plus. La carte a bien remplacé le territoire, Baudrillard le confirme, la réalité a déjà disparu, pour lui, tout n'est qu'illusion et simulacre. Il devient alors assez évident que les contours de ce plus réel que réel, ce qu'il nommait l'hyper-réel, ou encore ce qui est plus vrai que le vrai, ce qu'il nommait la simulation, sont définis par ceux qui en ont le pouvoir. Lorsqu'Alice rencontre Humpty Dumpty, il lui dit avec un certain mépris « Quand j'utilise un mot, il signifie exactement ce que j'ai décidé qu'il signifie, ni plus ni moins. » Et lorsqu'Alice lui demande si on peut donner autant de sens différents à un mot, Humpty Dumpty lui répond « La question est de savoir qui est le maître, c'est tout. » Alors, qui sont les maîtres de la manipulation ? Je crois que vous avez peut-être déjà répondu en partie à cette question. En ce qui me concerne, effectivement, il me semble qu'il y a une certaine responsabilité des communicants, publicitaires, politiciens, ingénieurs sociaux. Les exemples sont pléthoriques, effectivement, allant de la publicité Coca-Cola vantant la légèreté d'un produit qui rend obèse, à la propagande de l'État. On se souvient que les nuages nucléaires s'arrêtent aux frontières, en passant effectivement par le nudge et les réseaux sociaux. Bon, je pourrais effectivement déployer une liste assez considérable de ce type d'exemples, et j'y reviendrai dans le détail tout de suite après. Orwell nous avait pourtant prévenu, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage. Que les mots soient galvaudés semble un processus normal et attendu, car la langue est vivante. Dernièrement, d'ailleurs, je tombais sur cette publicité de shampoing qui prônait le fait d'avoir des cheveux résilients. Donc, pourquoi pas, après tout ?
Mais il me semble que le plus grave se dessine peut-être dans la contradiction et la contrariété. En effet, il ne s'agit pas d'observer ou de subir une simple déformation des mots et du sens, mais d'une distorsion contraire, comme si le discours était un miroir inversé du réel. Regardons autour de nous, l'inversion des valeurs semble être le maître mot de nos imaginaires actuels. Ainsi, les traîtres, les loups, les méchants sont mis à l'honneur. Magnificent, le Joker, ils sont nombreux à trôner sur le haut de nos affiches. Maintenant, il est vrai que si je me fais l'avocat du diable, sortir de la dichotomie, sortir du damier, ne permet-il pas justement d'apporter de la nuance ? Nous ne vivrions plus dans des dichotomies bien claires et séparées, héritées justement de cette fameuse philosophie des Lumières, mais dans des progressions grises, plus ou moins foncées, plus ou moins claires. Mais tout de même, comment y survivre sans devenir fou ? Charbon propre, croissance négative, confinement dehors, ces injonctions paradoxales ne nous veulent pas que du bien. Le narratif ou le storytelling, qui sont les nouveaux mots que l'on utilise pour désigner ce que Roland Barthes nommait le mythe, épaississent, travestissent et imposent. Alors permettez-moi, s'il vous plaît, de partager ces quelques lignes issues des mythologies, puisque vous savez que quand on est sémiologue ou sémiolinguiste, effectivement, Roland Barthes a déployé une pensée qui est tout à fait importante pour nous. Voici ce qu'il nous dit et qui, me semble-t-il, va éclairer notre propos. Le mythe a un caractère impératif, interpellatoire. Si je me promène, par exemple, dans le Pays basque espagnol, région qui était chère à son cœur, je puis sans doute constater entre les maisons une unité architecturale, un style commun, qui m'engage à reconnaître la maison basque comme un produit ethnique déterminé. Toutefois, je ne me sens pas concernée personnellement, ni pour ainsi dire attaquée par ce style unitaire. Je ne vois que trop qu'il était là avant moi, sans moi. C'est un produit complexe qui a ses déterminations au niveau d'une très large histoire. Il ne m'appelle pas, il ne me provoque pas à le nommer, sauf si je songe à l'insérer dans un vaste tableau de l'habitat rural. Mais si je suis dans la région parisienne et que j'aperçoive au bout de la rue Gambetta ou de la rue Jean Jaurès un coquet chalet blanc aux tuiles rouges, aux boiseries brunes, aux pans de toit asymétriques et à la façade largement clayonnée, il me semble recevoir une invitation impérieuse, personnelle, à nommer cet objet comme un chalet basque, bien plus à y voir l'essence même de la basquité. C'est qu'ici, le concept se manifeste à moi dans toute son appropriation. Il vient me chercher pour m'obliger à reconnaître le corps d'intention qui l'a motivé. Disposez-la comme le signal d'une histoire individuelle, comme une confidence et comme une complicité. C'est un appel véritable que m'adressent les propriétaires du chalet. Et cet appel, pour être plus impératif et consenti, a consenti à tous les appauvrissements. Tout ce qui signifiait la maison basque, dans l'ordre de la technologie, la grange, l'escalier extérieur, le pigeonnier, tout cela est tombé. Il n'y a plus qu'un signal bref, indiscutable. À la surface du langage, quelque chose ne bouge plus. C'est que le mythe est une parole volée et rendue. Seulement, la parole que l'on rapporte n'est plus tout à fait celle que l'on a dérobée. En la rapportant, on ne l'a pas exactement remise à sa place. C'est ce bref larcin, ce moment furtif d'un trucage qui constitue l'aspect transi de la parole mythique. Fin de citation. Les mots, s'ils n'ont pas toujours du sens, partagent les mêmes propriétés, semble-t-il, que le pharmacone, possiblement vénéneux. Le poisson, comme vous le savez, peut s'inverser en remède, l'inverse étant également tout aussi possible. Derrida nous rappelle d'ailleurs qu'il est impossible de déterminer définitivement si le pharmacone est bénéfique
ou nocif. Et c'est cette indécidabilité, cette non-identité, pour ainsi dire, qui, justement, est une caractéristique essentielle du pharmacone, de ce concept de pharmacone. Les mots, eux aussi, peuvent se révéler des microdoses d'arsenic. Je reprends volontairement cette citation d'un philologue qui s'appelait Victor Klemperer et qui, à l'époque, avait observé comment la langue nazie s'insinuait au sein de la langue allemande. Mais ces microdoses d'arsenic peuvent aussi bien réparer, grandir, ajuster, embellir, raisonner. Et puisque nous sommes réunis ici en ce lieu particulier, comment ne pas rappeler que cette ambivalence du verbe pharmacone, j'en fais une entité à part entière, s'incarne à travers la figure d'Hermès et de son caducée. Donc arrêtons-nous quelques instants sur cette notion d'ambivalence. Bénéfique et en même temps toxique, le pharmacone ne serait-il pas avant toute chose magique ? J'aime particulièrement ce mot de magie, puisqu'on peut aussi l'entendre comme l'âme qui agit. Je conclurai donc sur cette dimension. C'est dans la magie des mots, leur poésie, leur mélodie, leur aspect inattendu que ces derniers constituent et continuent à avoir un sens. Finalement, peut-on réellement être bénéfique et toxique en même temps ? Peut-on être en même temps de droite et de gauche ? Peut-on être en même temps confiné ou déconfiné ? Pour moi, la réponse est non. On est de gauche puis de droite, ou de droite puis de gauche, mais notre vie d'humain n'est pas synchrone, elle est diachronique. C'est cette incapacité naturelle à condenser le temps, c'est dans cette incapacité naturelle à condenser le temps que s'incarne la nature de notre langage et de nos symboles, l'étirement. Même la synchronicité n'a de valeur à nos yeux que lorsqu'elle nous surprend et que nous prenons le temps de l'apprécier. Un déroulé temporel sans lequel la vie ne saurait nous nourrir de ces clins d'œil. Qui pour se rappeler que le siège actuel de la Grande Loge féminine se situe sur les fondations d'un couvent qui, plus d'un siècle en arrière, permettait aux hommes d'y enfermer leurs mauvaises épouses. Cloîtré à vie et sur dénonciation, on peut dire que le lieu s'est chargé d'un tout autre récit, inversé, contradictoire certes, mais réparateur, par des biais inattendus, non programmés, non décidés ou intentionnels. À la question qui m'a été posée, donc, et je vous en remercie grandement, je réponds, les mots ont encore un sens quand ils ont le temps et l'espace de déployer leur magie, quand ils nous révèlent à nous-mêmes et nous en apprennent davantage, plutôt que lorsque nous les construisons ou les manipulons, voire même les martyrisons. D'ailleurs, le sens, me semble-t-il, a encore plus de sens lorsqu'il nous préexiste. Alors vous voyez que finalement, pour une linguiste, je m'échappe un petit peu de tous ces postulats constructivistes que l'on m'a transmis, mais l'expérience a fait son lit. Le sens a encore plus de sens lorsqu'il nous préexiste. Autre exemple que j'avais envie de partager avec vous, cet arbre centenaire, qui est un arbre dit remarquable, que je vois tous les jours depuis ma fenêtre, il me préexiste, c'est une évidence pour moi. Il n'est pas situé là juste pour mon bon plaisir, pour ma satisfaction esthétique, pour le plaisir de mes yeux. Non, il était là bien avant moi. Autrement dit, il n'est pas là pour meubler mon existence. En revanche, si je vous raconte son histoire pour vous séduire ou vous demander de l'argent, c'est déjà peut-être un sens plus construit et orienté. En faisant cela, je crée un lien de motivation entre l'arbre et moi et entre l'arbre et vous. Ce lien de motivation est d'ailleurs contraire à la notion d'arbitraire du signe entre cette fameuse phase matérielle du signe et cette phase conceptuelle. En faisant cela, je circonscris l'arbre, je résume son vécu, finalement, je le dévitalise d'une certaine manière. Alors que si je parle de la forme en étoile de ses feuilles, de la robustesse de ses branches, de l'odeur de ces fleurs blanches qui renaissent chaque printemps, alors je convoque un imaginaire, peut-être même la mélodie du vent que l'on perçoit lorsque on se met sous son ombrage, très précieux, notamment en été. Et si je le fais de manière gratuite,
c'est-à-dire en reprenant la racine du mot latin, sans fondement, sans justification, sans motivation, dirait donc un linguiste, pour vous rappeler que le mot arbore est d'abord féminin en langue indo-européenne et signifie la mère qui protège ses fruits, alors peut-être que, sans violence ni domination, sans imposer ni réduire, cet arbre devient autre chose qu'un signe ou un symbole, un être. Il se révèle à nous sous son aspect le plus magique, vivant et animé. Dit autrement encore, et pour répondre une dernière fois à cette question, les mots ont un sens quand ils conservent leur rôle de force subversive au sein du symbolique. Une puissance sémiotique, nous dirait la linguiste Julia Kristeva, sémiologue également. Sous la loi et la règle du langage, le rythme, la mélodie, la pulsion et l'énergie. Voilà, chers amis, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci beaucoup, Mélodie. Effectivement, la Grande Loge féminine de France habite, si l'on peut dire, cité du couvent. À Marseille, la Grande Loge de France est au château Saint-Antoine. Et ici, vous êtes dans l'ancienne église Saint-Antoine de Padoue, du couvent franciscain de Paris. J'ai vu que vous aviez une petite croix à l'oreille. Les francs-maçons et la tradition ecclésiale se rapprochent parfois, où les choses se transforment, etc. Et effectivement, ici, et dans toute la franc-maçonnerie du monde, on parle beaucoup de symboles, et le symbolisme, ce n'est pas une langue étrangère pour laquelle existe un dictionnaire où on peut dire ceci signifie cela, mais le propre du symbole, c'est justement que chacun perçoit avec sa personnalité, sa culture, son background, oserais-je dire, ce qu'il ressent. Et ce pavement, qui est le pavé original de l'église Saint-Antoine de Padoue, c'est aussi le pavé mosaïque des francs-maçons. Et on peut penser que le noir, c'est le mal et le blanc, c'est le bien. On peut penser qu'il ne faut pas aller tout droit pour rester sur le carreau blanc, mais on peut aussi penser toute autre chose, qu'il faut être sur les jointures et que sais-je. Alors, merci pour tout ça. Pour blaguer, je dirais qu'on n'a plus le droit de dire que c'était intéressant ou passionnant. Maintenant, il faut dire que c'était inspirant. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas au bout de notre vie. Même si certains sont fatigués parce qu'ils se sont couchés tard. Donc je distribue la parole à qui la veut avec ce micro qui a la gentillesse de refonctionner. Je pense croire que personne va en parler. Ah, madame. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre travail. Moi, j'ai une question bête à poser. Je suis lettre classique. Non, ça n'existe plus, hein. Je suis dinosaure. Je peux me prendre en photo si vous voulez, parce que c'est une race en voie de disparition, une espèce en voie de disparition. Et je me pose la question, est-ce que ces, on va dire, dérives au niveau de l'utilisation du langage ne sont pas possibles, et peut-être plus possibles qu'avant, en raison du fait que justement, comme cette culture, on va dire, classique, ayant disparu, eh bien, les mots aujourd'hui sont hors sol, ils n'ont plus d'histoire et n'ont plus d'ancrage. Et est-ce que ça ne facilite pas justement cette manipulation perverse ? Oui, très, très vaste question. Merci de la poser sous cet aspect-là. Comme je vous le disais, il me semble que cette question-là nous a toujours hantés et a toujours été présente sur la capacité effectivement des mots, du langage à séduire ou à manipuler. Néanmoins, vous avez raison de le souligner, Platon n'avait peut-être pas connu cette heure de la grande réclame, pas plus qu'il n'a connu ChatGPT, qui doivent nous interroger sur notre rapport aux mots et la manière dont on utilise désormais le langage.
Il existe une règle linguistique assez simple qui consiste à observer le fait que plus un mot est utilisé, plus il perd de sa charge sémantique. C'est pour ça que l'adverbe de temps encore, effectivement, a une charge sémantique moins forte que anticonstitutionnellement ou démocratie ou liberté. Parce que c'est un mot qui est beaucoup plus aussi utilisé en langue et il est tellement utilisé qu'on l'appelle mot-outil. On peut se poser la question de se dire, à l'heure de l'IA, où finalement les contenus sont générés automatiquement, petite parenthèse, on va retrouver dans ces contenus-là les biais des créateurs, hein, puisqu'en fait derrière, c'est pas une IA toute seule, c'est quand même des humains qui programment. Donc les programmateurs, sans forcément s'en rendre compte, transmettent leurs biais. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si cette profusion d'images, si cette profusion de mots n'est pas assez dramatique et ne participe pas finalement à achever ce processus de décollement entre un mot ou un signe, un symbole de son objet, de son rapport au réel. C'est vrai que je partage le cri du cœur et le cri d'appel de Annie Lebrun quand elle dit « il faut sauver nos imaginaires » parce que à force de vivre dans des images en permanence qui sont en plus souvent des images qui peuvent être un peu différentes mais qui se ressemblent malgré tout, nous appauvrissons nos imaginaires. Il est tout à fait possible que, à force d'utiliser des mots, de les répéter, dans des intentions, voilà, c'est aussi cet aspect-là que j'ai essayé de soulever aujourd'hui, mais il est tout à fait possible que cette répétition, le fait d'être noyé dans cette masse abondante et confuse de mots, il est tout à fait possible que l'on participe à ancrer davantage ce décollement entre le réel et les mots. Mais c'est vrai que si on revient également sur cet acte fondateur que j'évoquais avec vous, saussurien de la linguistique moderne, qui consiste à dire, déjà Ferdinand de Saussure exclut le référent de sa définition du signe, donc ça veut dire qu'il exclut quelque part le réel, et il dit le signe est une entité à double face, d'un côté la face matérielle, le mot que j'entends, ou le mot que je vois écrit, et de l'autre côté la face conceptuelle. Il a été très ingénieux à ce moment-là, mais on peut aussi y voir le symptôme d'un décollement finalement toujours plus prononcé au point qu'on a besoin de le théoriser. Et il est vrai que c'est un point qui doit quand même nous alerter et qui parfois m'inquiète. Sinon, je peux parler fort, mais est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Très bien. Donc j'ai une question pour notre conférencière. Albert Camus, donc c'est une citation qui est assez connue, disait donc mal nommer les choses, c'est ajouter aux valeurs du monde. Et donc la question c'est comment bien nommer les choses, sachant qu'on ne les nommera jamais tout à fait bien, car comme disait notre conférencière, il y a toujours un décollement entre ce qu'on dit et ce qui est. Et la question qui me viendrait, c'est est-ce que ce qui compte avant tout, c'est notre intention? Donc, par exemple, si on est honnête sur notre langage, si on dit quelque chose, par exemple sur les réseaux sociaux dont on n'est pas sûr, spécifier que justement ce n'est qu'une interprétation. Ou est-ce qu'il faut avoir une sorte de réserve c'est-à-dire, ce qu'on ne sait pas, il faut le taire, c'est-à-dire que si on n'est pas certain d'une chose, pour éviter de dire une bêtise, il vaut mieux plutôt, justement, se réserver de dire certaines choses, de ne pas les dire, ou de les dire par un entourage très proche. Merci pour votre question. Alors, je vais peut-être résumer et reformuler pour les gens qui verront le replay. Vous m'avez posé la question à partir de cette citation d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, effectivement, et de savoir quelle était la posture pour bien nommer les choses, sachant que la démarche est compliquée, puisque voilà, on ne pourra jamais le faire tout à fait réellement, ce qui est effectivement un vrai enjeu, notamment pour les traducteurs,
qui savent très bien qu'il y a toujours une petite perte, effectivement, quand on effectue cette démarche. Je n'ai pas la prétention, moi, Élodie, de répondre à cette question-là tout de suite, mais je vais néanmoins vous livrer mon point de vue. Vous avez également cité un autre auteur, ce qu'on ne sait pas, voilà, il faut le taire, qui rappelle la démarche aussi de Wittgenstein, qui était un philosophe du langage et qui très tôt avait eu cette sensibilité. Vous avez évoqué la question des intentions comme étant potentiellement une réponse, effectivement, de cette approche. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez juste dans cette démarche. Ça a été un petit peu compliqué au début parce que c'est vrai que la linguistique, notamment la linguistique moderne telle que je l'ai apprise, c'était à la chaire d'André Martinet qui nous disait au-delà du texte, point de salut. Donc il fallait rester vraiment dans l'analyse structuraliste de l'objet. Mais comme je vous dis, l'expérience a fait son lit et il me semble que la question des intentions devient désormais primordiale. On peut aussi se dire que la prise de conscience est déjà une première partie du cheminement effectué. Et je ne vous ai pas parlé non plus des travaux de Pierre Bourdieu, mais c'est vrai que ce sociologue nous a aussi permis de nous rendre compte de l'importance de la domination à travers le langage. Et je crois qu'on peut parfois s'interroger et se dire, tiens, tel mot, quand il est utilisé dans tel contexte, eh bien, quelle est la prise de pouvoir que l'autre essaye d'avoir sur moi ou que moi, potentiellement aussi, j'essaye d'avoir sur l'autre, mais de ne jamais oublier cette dimension-là qui est assez constitutive, effectivement, du langage. C'est pour ça que je me suis permise de terminer ce travail sur cette démarche linguistique qui est parfois moins connue, mais de Kristeva, qui consiste à dire, oui, dans le langage, tout est symbolique, tout est organisé, tout est structuré, et c'était aussi ce que Jacques Lacan nous rappelait. Le langage, c'est le symbolique, c'est la loi du père. Donc tout y est à sa place, et on sait différencier les choses. On est dans un acte de différenciation. Mais dans le langage, il n'y a pas que cette dimension-là. Il y a aussi, peut-être, je ne sais pas si Kristeva serait d'accord, mais dire la loi des mères, qui n'est pas seulement la loi des pères, mais cette démarche davantage sémiotique qui correspond à l'aspect plus pulsionnel. Alors, est-ce que c'est ça quand on dit avoir de bonnes intentions? En tous les cas, l'idée, c'est de ne pas nier cette approche-là. Et moi, je crois réellement que la poésie est salvatrice. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'écouter encore des poèmes ou de regarder des œuvres d'art? C'est parce que justement, elles nous relient à quelque chose qu'on ne sait pas toujours bien nommer, effectivement, mais sans ajouter au malheur du monde, parce que quelque part, on se connecte à quelque chose qui nous dépasse, mais qui est plus grand que nous. Et de par ce que vous évoquiez, le lieu même dans lequel vous vous retrouvez et votre démarche, je pense que c'est quelque chose que vous avez tout à fait en tête et à cœur, et je vous en remercie. Je vous vois mal. Petite curiosité, quel était l'intérêt d'un langage ordurier sur les titres de vos livres? C'est une question qui est très intéressante. Il y a eu un grand débat, effectivement, avec mon éditeur, puisque, alors, effectivement, donc, bon, le anti-bullshit, ça a été un grand débat parce que le mot était anglais, mais voilà, je vous expliquais la démarche qui était importante pour moi, de dire oui, mais il faut reprendre le mot dans aussi ce contexte, qui est un contexte américain, voire même américanisé pour nous, puisque nous vivons aussi sous influence. Moi, je ne vais pas m'en plaindre, mon mari a la double nationalité, donc, mais c'est quand même quelque chose que l'on peut observer. Et puis, peut-être faites-vous référence également à un autre titre, le dernier, effectivement, ce que les mots et les gestes disent des autres, et surtout des cons, puisque, effectivement, moi, dans ma logique, vous l'aurez compris, je considère que oui, on peut analyser ce pavé mosaïque comme étant plus nuancé que ce qu'il nous présente, mais je considère qu'il existe toujours un réel et une vérité. C'est pour cela que je suis platonicienne, moi, quelque part, mais je considère qu'il y a toujours cette existence qui nous dépasse, mais qui se situe quelque part. Sinon, à quoi bon? Chacun donne sa propre version, et nous sommes dans le relativisme le plus absolu.
qui désenchantent notre monde. Et je pense qu'on est arrivé au bout de cette démarche-là et de cet héritage. Je n'aime pas bien non plus quand on n'appelle pas un chat un chat. Et c'est vrai que pour moi, utiliser ce terme qui se retrouve dans le dictionnaire, eh bien, c'est important parce que des comportements toxiques, il y en a, de la bêtise, il y en a, de la connerie aussi, et donc je ne vois pas pourquoi je ne la nommerai pas. Oui, bonjour. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, par rapport à ChatGPT IA, parce que tout le monde sait un peu, donc mon ami organise une conférence pour les lycéens et collégiens pour leur donner un peu d'ouverture, un peu d'être ouvert par rapport à ça. Ils organisent des dîners pluridisciplinaires avec artistes, juristes, avocats, médecins, échanges égal égal, donc il y a plus de différents. Donc l'idée, c'est un peu de faire comprendre aux gens que derrière le mot, il y a énormément de choses. Si on fait le tour de la table, ici, on parle de mot bonheur, on parle de mot sérendipité, etc. Il y a moult choses. Je pense qu'aujourd'hui, les mots, c'est important. Quand je fais des micro-trottoirs, j'interroge les jeunes. Violon d'Indre, par exemple. Violon d'Indre, ils ne savent pas ce que c'est. Violon d'Indre, Indre faisait aussi du violon. Il était peintre. Donc je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Hubert Morin, qui est un grand sociologue. Je pense que c'est important les mots. Vous savez, les guerres, des fois, sont à l'origine de mots. Et on dit que traduction et trahison. Ouais, donc d'ailleurs, voilà, tout ça pour dire quoi. Je pense qu'on est aujourd'hui, il faut qu'absolument on s'imprègne des valeurs morales, des choses importantes, et que le langage, en fait, le discours, même si on n'est pas d'accord, je suis d'accord, je suis désaccord. Je pense que c'est très important, et c'est important parce que moi ça fait écho par rapport à ce que je fais. C'est important. On est un peu cette démarche, cette réflexion. Ça existe entre les guerres entre les hommes et les dirigeants, enfin les dirigeants qui les dirigent, mais ça existe aussi en interne entre un couple, entre des personnes. Bon, effectivement, j'ai dit des mots, mais derrière le mot, penser à dépasser voilà, ce qu'on dit tout à l'heure. Je pense que je me rappelle cette anecdote en Afrique. Les gens ne pouvaient pas dire ce que c'était, ils n'avaient pas de mots pour signifier ce que c'était. Et par contre, au pôle Nord, il y a 10 mots, je crois, pour nuancer en fait ces choses-là. Donc je pense que c'est important, la nuance, le mot, l'expression, la façon de parler et d'orienter et dire ce qu'on a dit. Voilà ce que j'avais à dire, j'ai dit. Merci pour... Élodie, je propose qu'on passe la parole. Oui, d'accord, très bien. Beaucoup de demandes, énormément de demandes. Oui, vous avez parlé du pharmacone. Alors, Paracels, qui était un petit peu chimiste, un petit peu l'ancêtre des pharmaciens, une belle formule pour en parler, il disait tout est poison, rien n'est poison, tout est dans la dose. Et effectivement, ça montre bien l'ambivalence de la notion de poison. Moi, je voudrais vous interroger sur le rapport entre opinion et vérité. Vous avez parlé du nuage de Tchernobyl. Et donc, vous en avez parlé, enfin, pour considérer que quand on disait qu'on n'avait pas atteint la France, c'était donc quelque chose de faux. Donc la vérité était qu'il avait atteint la France. Mais il y a quand même une part de vérité dans le fait de dire que le nuage de Tchernobyl n'a pas atteint la France. En deux mots, je vous le dis, dire qu'il y a de la radioactivité quelque part, ça ne veut rien dire. Il y a de la radioactivité partout. Sauf qu'au moment de Tchernobyl, la norme qui définissait un seuil de radioactivité n'était pas le même entre l'Allemagne et la France. Pour l'Allemagne, il y avait radioactivité. Pour la France, la norme était au-dessus et il n'y avait pas de radioactivité. Donc, il y a une part de vérité. Donc, ma question, c'est comment distinguer est-ce que la vérité n'est pas un concept tellement binaire, puisqu'on l'oppose à l'erreur ou au mensonge, que finalement, ça devient un mot qui lui-même est piégé. Très intéressant. Alors, je rebondis sur tout ce qui m'a été dit là, parce que j'ai peur de ne pas avoir la mémoire suffisante. Effectivement, quand j'ai entendu, on utilise les mots, mais chacun y met sa signification. Donc, je crois que c'était l'exemple du mot bonheur.
Oui, mais la magie du langage, c'est aussi justement de pouvoir nous réunir. Nous avons tous un vécu et une vision peut-être nuancée et différente de ce qu'est le bonheur. Néanmoins, la langue fait que nous arrivons à nous retrouver et à nous fédérer autour de ce qu'est le concept de bonheur. Donc quand je parle de magie des mots et de magie du langage, c'est aussi de cette magie-là que j'évoque, celle qui nous fédère et celle qui nous rassemble. Pour également faire du lien avec ce qui a été dit précédemment, il est vrai que la nécessité, malgré tout, de définir les termes est assez fondamentale. Je note, quand j'observe des débats actuellement dans les médias, que ce travail-là, qui est un travail pour moi fondamental, nécessaire et plus que philosophique, n'est pas toujours réalisé. Donc effectivement, on se retrouve sur des débats qui sont assez creux et même s'il y a cette magie opérante du langage, il y a quand même nécessité de pouvoir se mettre d'accord sur les accords ou les désaccords. En effet, ça c'est souvent un point que j'aborde, notamment sur l'aspect plus négociation avec le langage. Et pour le point qui nous concerne sur cette question de la radioactivité, alors c'est ce que je vous disais, effectivement, il faut sans doute sortir de cette binarité qui est enfermante. Néanmoins, il y a des conséquences à dire qu'il n'y avait pas de radioactivité. Et j'entends que ça corresponde à des seuils. Et du coup, pour certains ingénieurs qui ont fait leur travail, peut-être ont-ils eu l'impression et ont bien fait leur travail de ce point de vue-là, de relever des normes et de voir que les normes n'étaient pas dépassées. Cependant, la conséquence aura donc été de ne pas déclarer d'état d'urgence particulier. Et je pense que pour les personnes et les enfants notamment qui étaient en vacances cet été-là en Corse et qui ont été contaminés, puisque comme il n'y a pas eu d'information, ils ont mangé les salades, etc., et qui se trouvent après avec des maladies plus tard, je pense qu'il est difficile de leur dire, mais non, en fait, voilà, ça s'est bien arrêté, et puis il n'y avait pas eu de problème de radioactivité, puisque eux l'ont vécu malheureusement dans leur chair, et parfois de manière terrible. Donc, je vous invite, j'entends la démarche qui est tout à fait respectueuse et honorable, et j'essaye de me l'appliquer au quotidien aussi, de sortir de cette binarité pour y apporter de la nuance, mais ne perdons pas le nord pour autant. Et moi, c'est ce que je vous disais, de ce point de vue-là, je peux être très platonicienne. Je pense qu'une vérité existe, parce que sinon, si chacun y met de sa propre vision, alors ça veut dire que le réel n'existe plus et qu'il n'existe que des points de vue sur le réel. Mais moi, je ne crois pas ça. Je pense vraiment, parce que sinon, effectivement, il n'y a plus de raison d'être fédéré, de se rassembler, puisque chacun, nous devenons en autonomie des êtres purement relatifs les uns par rapport aux autres, et ça n'est pas ma vision. Mais voilà, c'est sans doute soumis à votre sagacité, et on pourrait également discuter longuement sur ce point-là. Bonjour. Au début de votre propos, vous avez analysé les différences de vocabulaire, de langage selon les cultures et selon les peuples. Et vous avez donné notamment des exemples des peuples Bassa et des peuples russes. Ma question va porter sur la sémiotique, une nouvelle présentation avec vous. Je voudrais savoir comment la sémiotique peut-elle enrichir ou compléter les théories de linguistique traditionnelle comme celle de Chomsky sur l'innéité du langage ou la grammaire universelle, ou encore d'autres théories comme celle de Foucault sur le langage reflétant la réalité sociale des peuples. Je vous propose qu'on okay. plusieurs questions. Oui, bonjour. Je me posais une question. Il y a plusieurs décennies, on commençait à parler d'écologie et petit à petit, on en est arrivé il y a quelques années à parler de responsabilité sociale et écologique. Est-ce qu'à cette ère de post-vérité et avec tous ces bullshitters, on n'arrivera pas dans le futur à parler de responsabilité informationnelle et sémantique? Oui. Ça va aller. Merci.
Alors tout d'abord, merci pour ces mots prononcés, ceux que vous écrivez. Voilà, vous parlez de langage, et moi j'ai envie de vous demander que faire des mots du langage alors que l'image devient prédominante et peut-être prendre la place du langage. Merci pour votre question, vos questions. Alors effectivement, alors la sémiotique, c'est vraiment une question presque universitaire et on pourrait là également passer un certain temps pour répondre à la manière dont la sémiotique pourrait apporter et comment la sémiotique apporte sa pierre à l'édifice sur ces approches qui parfois sont des approches linguistiques ou des approches plus sociales, sociologiques. C'est vrai que quand on parle de sémiotique, généralement on fait référence à un courant qui est peut-être plus anglo-saxon, donc peut-être plus éloigné de nous, Européens, puisque c'est la démarche de Charles Sanders Peirce qui avait travaillé effectivement au même moment que Saussure sur qu'est-ce que c'est qu'un signe, et lui n'avait pas exclu le référent, mais parlait d'interprétant, et donc parlait effectivement d'une interprétation à l'infini. Je crois que ce sont déjà des approches qui sont croisées et qui se nourrissent les unes des autres, mais chacun ayant effectivement des perspectives un petit peu différentes. Vous citiez Foucault, effectivement. Foucault, Bourdieu, une approche plus liée à la sociologie et parfois même, notamment sur Foucault, une approche plutôt diachronique, c'est-à-dire l'évolution d'un mot ou de pratique à travers les siècles et non plus effectivement en système fermé, là où la sémiologie ou la sémiotique sont davantage peut-être structuralistes, mais l'une et l'autre venant se compléter. Vous me posiez également la question sur notre regard sur l'écologie, et effectivement, les exemples que j'ai pris de croissance négative ou charbon propre, voilà, il y en a d'autres qu'on pourrait déployer, effectivement, me semble important. En tous les cas, j'ai passé une partie de mon travail à donner des astuces pour pouvoir les repérer. C'est vrai que généralement, quand vous avez un nom plus un adjectif qui arrive derrière ou un complément du nom, bon, il y a quelque chose où déjà on peut se dire, tiens, ça devient un élément de langage, c'est-à-dire quelque chose qui est préparé, qui va être transmis dans le but de nous faire, de nous faire croire, et voilà. Alors peut-être je vais paraître complotiste pour certains, mais j'assume tout à fait, hein, on le sait que les éléments de langage fonctionnent à la fois dans le registre de la publicité et également du politique. Effectivement, j'observe des pratiques qui m'interrogent sur cet aspect-là. Il y a toute la dimension du greenwashing où finalement on se dit, on en est conscient et puis on se dit oui, vraiment c'est pas bien. Mais en fait, quand on regarde les signes et la manière dont ils sont présents autour de nous, nous ne sortons jamais de cette démarche-là. J'étais assez surprise la dernière fois de découvrir que mon lot d'œufs que j'achète quand je vais faire mes courses, je vois toujours des poules élevées en plein air. Et puis effectivement, on parlait du rapport entre l'image et le texte, j'y arrive tout de suite, mais non seulement c'est montré, parce que j'ai des poules qui sont prises en photo ou dessinées, mais en plus c'est marqué. Alors moi, quand j'achète, je me dis c'est bien, parce que quelque part, voilà, j'achète quelque chose et puis ça va rétribuer cette chaîne qui me semble plutôt bénéfique et importante. Et puis en fait, quand je regarde des documentaires, je réalise que non, en fait, on met juste les images parce que ça fait joli, mais que ma poule, elle est bien dehors, simplement son espace, c'est cette feuille-là, feuille A4, qu'elle connaîtra toute sa vie, elle ne vivra que sur cette feuille-là. Donc, c'est pour ça que je peux paraître un peu virulente, mais pour moi, il y a une vraie responsabilité, comme je vous le disais, des communicants ou de ceux qui mobilisent des signes et des symboles quand ils sont contraires au réel. Et moi, je fais un peu le job en tant que consommatrice de regarder exactement ce qui se passe, mais pour moi, le travail et la responsabilité, c'était pas à moi de le faire. Donc, on a tous une responsabilité sur les mots qu'on emploie, la manière dont on les utilise et la manière dont on déforme les symboles. C'est ce que je vous disais, finalement, que des cheveux soient résilients, bon, c'est une grande déformation du concept. Pourquoi pas? Je veux bien concéder que voilà, on veut faire des choses disruptives, originales, et que voilà, on soit dans ce champ marketing. Mais quand on commence à raconter l'inverse de ce qui se passe et que dans ce qu'il se passe, il y a de la souffrance, voilà, c'est là où je m'interroge. Mais pour moi, cette souffrance-là, voilà, elle commence dès cette domination et cette prise de pouvoir à travers les symboles. Vous évoquiez effectivement cette prédominance des images.
Et j'évoquais avec vous Annie Lebrun et ce travail où elle dit mais la surproduction des images n'équivaut pas à sauvegarder nos imaginaires, bien au contraire. On notera toutefois, si ça peut vous rassurer et nuancer ce type de propos, que aujourd'hui, quand on regarde Perplexity, Claude, ChatGPT, toutes ces approches-là sont basées quand même sur les mots. Hein, c'est beaucoup des mots. Donc finalement, est-ce que c'est tant la mort du verbe que cela? Je ne suis pas certaine. Par contre, le fait qu'il y ait une surproduction, le fait que quand on demande, l'ordinateur, l'intelligence artificielle arrive à nous transmettre une information qui est souvent très juste. Enfin, moi-même, j'ai développé ma propre IA que j'ai appelée Rolanda, parce que c'est un mix effectivement entre Roland Barthes, Hannah Arendt avec le double L de Orwell. Bon, et ben, je suis parfois très surprise. Je pose des questions comme un journaliste me les poserait, et waouh, Rolanda, elle répond quand même très rapidement. Et voilà, elle s'est nourrie sur mes écrits en partie, mais elle a une manière de reformuler qui est tout à fait surprenante et qui moi-même voilà, m'interpelle. Mais quand parfois je pose... donc sur de l'information, ça fonctionne bien. Mais si c'est pour creuser, si c'est pour avoir une approche qui est peut-être plus philosophique, d'avoir ce recul, cette distance analytique, c'est vrai que parfois, bon, ChatGPT, j'ai trouvé que voilà, il y a besoin de toujours creuser, creuser plus, parce qu'on reste toujours à un niveau un petit peu de surface. Donc, sans doute que ça va être élaboré davantage. Et là, ce sera vraiment très, très effrayant, effectivement, dans les années à venir. Mais on passe encore sur des mots. Donc, voilà, je suis pas certaine que ça disparaisse autant au profit de l'image, même si je vois ce que vous dites au niveau des pratiques. On regarde beaucoup les vidéos, les jeunes, on regarde beaucoup les TikTok, les vidéos YouTube, etc. Mais si vous regardez, voilà, il y a toujours quand même les sous-titres ou les mots qui sont là présents, mis en scène dans les images. Donc, point d'interrogation. Je serais curieuse comme vous de voir comment ça évolue. Oui, bonjour madame, merci pour votre conférence. Les sens sont un mot. Comment choisir le sens quand on remonte l'histoire du mot depuis son origine? Nous travaillons, nous, à l'art royal, et si j'isole le mot art, à son origine, et je parle sous votre contrôle, ça venait de Artha. Artha, donc, chez les sanscrits. Et à l'époque, ça voulait dire cause première, vérité, et ça rejoignait le logo dont vous parliez tout à l'heure. Si on se rapproche un peu dans le temps, on arrive à la période grecque où là, le mot techné qui veut dire rien ne peut être au bout sans qu'il soit utile en même temps. Et puis dans sa racine étymologique la plus récente, chez les Romains, le mot artiste. Et là, le mot artiste, c'était un mot qui s'était approprié les puissants pour dominer les autres. Par exemple, les arcs de triomphe construits à la gloire de Septime Sévère et autres et autres. Et aujourd'hui, quand je parle d'art avec un monsieur qui écrase des bouts de peinture sur un trottoir avec ses pieds, je ne parle pas de l'art de la même façon que lui. Alors, quelle option choisir dans toute l'évolution comme ça, quand on veut se mettre d'accord? Je continue. Oui. Parce que leur tour, il y a encore un certain nombre de questions. Moi, j'ai jamais pu adhérer au parti radical, parce que je lis les magazines féminins, je vois la haine des cosmétiques pour les radicaux libres. Il me semble qu'il y a un mot qui est utilisé par les francs-maçons et aussi par les linguistes, c'est le mot chibolette. Le mot, excusez-moi. Chibolette. Voilà. Pour les linguistes, c'est un mot marqueur qui annonce l'appartenance sociale, politique, idéologique, etc. Et pour les francs-maçons, nous le connaissons, le sens de ce mot. Alors, oui, donc les mots, donc le choix de mots qui peut irriter celui qui les entend. Vous avez évoqué l'acte de résistance pour le pogrom, ou encore l'opération spéciale pour la guerre, ou encore l'utilisation de l'écriture inclusive. C'est vrai que c'est irritant quand on n'adhère pas à ce choix de mots. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais, ce chibolette? Ça nous fait économiser le temps lorsqu'on communique avec quelqu'un. C'est-à-dire que la couleur idéologique est annoncée d'emblée. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
Oui, merci. Merci. Intervention, c'est super. En vous écoutant, je me suis rappelé 2 anecdotes qui m'amènent à une question. Alors, l'anecdote, c'est que quand vous avez parlé de chevaux résilients, ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, Boris Cyrulnik en avait tellement marre qu'on parle on utilise ce mot dans tous les sens, qu'il a réécrit un livre collectif pour réexpliquer ce qu'était la résilience. Et plus récemment, j'ai participé à 2 événements autour de la laïcité. Dans le premier, personne n'a donné de définition, donc ça a été le brouhaha, personne ne s'entendait. Et dans le deuxième, c'était avec Patrick Veil, un historien, il a donné sa définition, et à chaque fois, il expliquait les mots qu'il utilisait. Et là, tout le monde a compris, il n'y avait plus de conflit. Donc du coup, par rapport à votre réflexion, et, bon, vous nous avez apporté plein de réponses, mais est-ce que les mots ont encore un sens pour qu'ils conservent ce sens? Est-ce que ça passe pas tout simplement par le fait de les réexpliquer, de dire bon, alors on n'a pas toujours un dictionnaire sous la main, donc ça passe par dialogue, par alors je ne sais pas si c'est socratique ou platonique, mais et puis par le fait que chacun, dans le cadre de ce dialogue, explique ce qu'il met derrière les mots. Alors, finalement, vos 2 questions se rejoignent un petit peu. La démarche du linguiste, c'est vrai que ce matin, je me suis permise de faire un petit pas de côté, mais rappelons qu'elle n'est pas morale ni jugeante. C'est-à-dire que le linguiste est là pour observer des évolutions en langue, point. Si les gens préfèrent dire le Covid au lieu de la Covid, eh bien dans ce cas-là, ça n'est pas le rôle du linguiste de dire qu'il y a une meilleure approche ou non de dire les choses. Par contre, ça va être sans doute le rôle de l'Académie française qui, elle, va statuer que, effectivement, on va plutôt dire la Covid que le Covid. Donc, ma réponse, qui va peut-être être une réponse normande à vos questions, moi, je pense que déjà avoir conscience de toute cette évolution du mot, c'est déjà passionnant, enrichissant, mais je n'irai pas sur un aspect de il faut dire ça, il faut faire ça. Je pense que déjà se renouer effectivement avec l'étymologie du mot, ce qui n'est pas tout à fait l'approche des linguistes structuralistes, mais renouer avec cette histoire-là, c'est pour ça que je parlais de l'étirement et de cette notion temporelle qui me semble tout à fait fondamentale et qui est parfois évacuée, parce que c'est à travers cette évolution, cette sédimentation du sens, que l'on arrive justement à proposer quelque chose qui me semble voilà, plus juste, plus vrai. Mais voilà, tout ça, ça reste des valeurs morales. Donc normalement, le linguiste ne va pas sur ces dimensions-là. Ce que vous évoquiez également, alors j'irai voir, merci, ce nouvel ouvrage de Boris Cyrulnik. Je comprends qu'effectivement, il ait été assez las d'observer ce mot qu'il a mis en place. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des mots galvaudés, dépecés, détournés. On n'a pas parlé des nouveaux mots, mais c'est aussi l'autre aspect merveilleux de la langue. Comme je vous le disais, elle est vivante. Et donc, voilà, résilience, à un moment donné, a fait partie de ces termes-là. Dernièrement, j'ai découvert le mot symbiographie, c'est-à-dire une biographie. Finalement, on pourrait imaginer, c'est le créateur aussi du mot solastalgie. Vous savez, cette difficile émotion de tristesse qui nous remplit quand on voit un paysage que l'on a bien connu être complètement transformé, voire être balayé, notamment des paysages d'enfance. Donc c'est la solastalgie. Il propose aussi ce terme de symbiographie pour dire finalement, on pourrait émettre et raconter la vie biographique des êtres humains, mais en fonction de leur rapport avec la nature. C'est-à-dire que notre temps biographique serait déterminé par les relations que nous avons eues avec nos écosystèmes. Alors voilà une démarche effectivement assez intéressante qui, sans doute, l'apparition d'un nouveau mot raconte aussi toujours de nouvelles visions du monde, de nouvelles manières de le percevoir et de proposer des choses. Donc voilà, j'ai peut-être dépeint un portrait un petit peu noir, mais il y a aussi des choses très, très positives. Et sur ce que vous évoquiez, effectivement,
des aspects qui peuvent être irritants, notamment parce que la langue est toujours, comme je vous le disais, une prise de pouvoir, une domination et donc une idéologie. Et peut-être le seul aspect positif que je vois parfois quand j'ai affaire aussi à des tournures de phrases qui sont irritantes par rapport à des événements qui ont été réellement vécus. Peut-être je mets un peu à part l'écriture inclusive, mais l'aspect positif, c'est, je trouve qu'aujourd'hui, on est de plus en plus conscient de cette dimension du langage. Je crois qu'avant, on parlait, mais finalement sans forcément percevoir que les mots orientaient et façonnaient notre vision du réel. Et je crois que maintenant, aujourd'hui, c'est une idée qui est de plus en plus admise. Et peut-être que ces aspects-là, irritants, nous rappellent qu'il n'y a pas d'évidence, pas de naturel dans les aspects que l'on évoque. C'est pour ça que je me suis permise de passer un petit peu de temps sur cette citation de Roland Barthes, qui nous rappelle que justement, il n'y a pas de... dès qu'on est sur un lien de motivation, que l'on force effectivement le réel et le signe à se recoller, ben là, il y a danger quand c'est très décollé, mais il y a danger quand c'est très recollé aussi. Ce lien de motivation ne participe pas à la bonne vitalité de la langue et de notre rapport au réel, effectivement. La basquité, ben, c'est pas tout à fait la même chose. On construit déjà ce que doit être une maison basque, et c'est pas tout à fait la même chose que se balader dans les rues. Donc, l'aspect irritant nous permet de nous rappeler qu'il y a toujours des liens de motivation, parfois plus manipulatoires que d'autres, me semble-t-il. Dernière question. Merci beaucoup, merci pour vos lumières ce matin. Vous avez parlé de responsabilité. J'aimerais savoir comment, quand on parle de croire, qui était le premier mot de cette intervention, croire, c'est une construction de l'esprit. Croire, c'est une construction de l'esprit. Les mots ont un signifiant à signifier, c'est ce que vous avez aussi expliqué. Donc, ce sont aussi là des constructions de l'esprit. Notre responsabilité est-elle aujourd'hui de garder ce patrimoine, les mots, et comment est-ce qu'on peut passer du croire que les mots ont un sens au savoir que les mots ont un sens? Et puis, dernière chose, on a parlé de RSE tout à l'heure, et j'ai quand même l'impression que quand on acronymise les mots, on leur fait perdre de leur puissance. Merci. Très vaste question là également. Oui, alors c'est ce que je vous dis sur tout ce qui est démocratie participative, enfin voilà, ces constructions de mots où on vient adjectiver finalement un nom. Bon, déjà, moi, c'est vrai que j'ai tendance à regarder ça en me disant, tiens, voilà, il y a une petite lumière rouge qui s'allume, les compléments du nom aussi, et puis évidemment les acronymes, voilà, qui peut s'allumer aussi. Donc voilà, c'est juste une vigilance qui s'organise. Être humain, effectivement. Est-ce que dans être humain, il n'y a pas cette dimension d'être toujours finalement un héritier, et dans cette dimension d'héritage, la conservation du patrimoine, moi je crois que c'est tout à fait fondamental. Alors, est-ce que est stupide de voir les choses comme ça? J'ai l'impression que notre jeunesse s'oriente vers d'autres dimensions et parfois un petit peu différentes. Mais voilà, aujourd'hui j'étais heureuse, mais je savais que vous étiez conquis sur ces questions-là de temporalité, d'étirement du temps, d'importance. Mais il est vrai qu'une fois que nous allons sortir d'ici, sans doute que nos esprits ne vont pas être les plus communs de ceux que nous allons rencontrer. Donc, écoutez, on verra bien. Je n'ai pas encore de boule de cristal, mais pour moi, cette démarche-là, elle est tout à fait importante. C'est pour ça que moi, je renseigne beaucoup. Dès que je vois des choses que j'observe, effectivement, je note sur des déviations, des transformations, des évolutions sémantiques. On parlait de laïcité, justement. Intéressant de voir comment aujourd'hui, toujours, on porte effectivement un qualificatif à cette laïcité. On va parler maintenant laïcité ouverte, laïcité fermée. Bon, alors déjà, vous voyez que c'est signifiant parce que ça veut dire que le mot en lui-même, c'est comme la démocratie participative. Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé d'y ajouter quelque chose qui vient venir circonscrire un sens? C'est sans doute que voilà, il y a des aspects qui sont mouvants et que le concept, si le concept reste, sa pratique est vraisemblablement différente. Donc bon, encore une fois, je reste à ma place et je ne vais pas dire si c'est bien ou si c'est mauvais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est tout à fait observable. Parfois inquiétant, moi, de mon point de vue à moi. Mais
On verra bien. Merci à vous en tous les cas pour vos questions et votre attention. Merci beaucoup. Je vous donne la parole pour le mot de la fin à Thierry Zaberoni, le président de la Grande Loge de France, grand maître de la Grande Loge de France. Élodie, d'abord, vous exprimez toute ma gratitude au nom de la Grande Loge de France et de tous les participants et participantes à cette matinée. Merci de nous avoir rappelé la vigilance sémantique et puis la pertinence du mot. Vous savez que la Grande Loge de France travaille au rite écossais ancien accepté. Elle s'inscrit donc dans un ordre initiatique et que nous travaillons avec un rite et des rituels qui sont issus donc de mythes, de légendes, de contes. Et depuis 3 siècles, les maçons travaillent autour de ces rituels et on a vu l'évolution du mot au fil des années, des décennies et des siècles. Et je dois vous dire que quand on est initié en Grande Loge de France, mais comme dans d'autres obédiences, les 2 premières années de votre réception, vous êtes invité à garder le silence. Vous ne pouvez pas vous exprimer, sauf rare exception. Et là, on essaie de reprendre possession du langage et d'essayer de juguler un petit peu ses passions lorsqu'on s'exprime. Et essayer de trouver le bon mot, le juste mot. Et j'ai beaucoup apprécié dans votre intervention aussi de nous rappeler qu'il ne faut pas se couper du réel. Être conscient, effectivement, de ce réel, de ce qui nous entoure aujourd'hui, parce que quand on est conscient du réel, ça nous permet d'agir aussi dans le monde et de ne pas être un petit peu déconnecté. Et voyez-vous, quand on est dans un temple à Grande Loge de France, dans nos loges symboliques, quand nous travaillons autour de sujets à la fois symboliques, puisqu'il y a le langage du symbole qui nous parle dans nos temples, nous avons aussi ce besoin, ce devoir de lier à la fois le symbole, mais aussi qu'est-ce qu'il peut représenter aujourd'hui dans la cité et comment je peux le faire vivre. Et pas uniquement dans un monde à couvert, et je dirais pratiquement dans un espace sacralisé et tranquille. Et donc, au loin de l'invective quotidienne, où l'on voit que globalement, on a du mal à écouter l'autre, et parce qu'on veut prendre le pas sur l'autre, dans nos temples, la matrice qui nous est proposée, c'est aussi de prendre le temps d'écouter l'autre. Parce qu'on se construit au travers de l'autre, et que la parole de l'autre est importante aussi, parce qu'elle nous enrichit. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Vous êtes une jeune femme très pétillante, très, très vivante, et je voudrais vous remettre donc le beau livre La Grande Loge de France, qui trace ces 3 siècles d'existence, et j'espère que vous trouverez quelques mots pour enrichir votre fabuleux lexique. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci.